C'est un lieu commun d'affirmer depuis une trentaine d'années que la mondialisation est un phénomène relativement récent. Or, les historiens savent bien que ce phénomène doit être étudié dans la longue durée, que les continuités sont plus présentes que les discontinuités, bien souvent. Et lorsqu'on analyse les modifications majeures qui s'imposent au XVIe siècle dans la foulée, mais pas seulement ce qu'on appelle habituellement les grandes découvertes, c'est-à-dire la dilatation du monde pour les Européens, en tout cas à l'échelle de la planète. À ce moment-là, donc au XVIe siècle, ces mutations affectent l'ensemble de l'économie et de la société. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui au travers d'un prisme qui n'est pas celui qui est habituellement utilisé, à savoir l'évolution des campagnes au XVIe siècle. Car trop souvent, lorsque l'on parle de mondialisation, on se réfère essentiellement au commerce et à la finance qui, bien entendu, jouent un rôle tout à fait crucial dans cette évolution, mais comme un certain nombre d'auteurs l'ont montré, entre autres Fernand Braudel ou Immanuel Wallerstein, je vais montrer l'un de ses ouvrages au terme de cet exposé, il y a vraiment une modification d'un système et on va assister à la naissance de la modernité. Dans une petite introduction, il m'apparaît important d'expliquer comment vivaient les gens qui composaient la plus grande partie de la société, à savoir les paysans. Car il ne faut pas l'oublier, les paysans représentaient au moins 85% de la population. Quand je dis les paysans, je devrais plutôt dire le monde rural, pour être plus précis. Les paysans vivaient pour l'essentiel, mais il ne faudrait pas caricaturer les choses, en autarcie et vivaient dans une économie de subsistance, et non pas dans une économie comme celle que nous connaissons aujourd'hui, une économie de consommation. Nous, au quotidien, nous vivons dans une société de consommation. À cette époque-là, il s'agissait avant tout de subsister. Et cette économie de subsistance reposait essentiellement sur la consommation, la production et la consommation de céréales qui étaient justement consommées sous forme de pain ou de bouillie, la plupart du temps, basée bien sûr sur l'agriculture, ou plus exactement la céréaloculture. L'élevage était présent, on peut le dire partout à cette époque-là, ne fût-ce que pour la nécessité d'avoir des animaux de traction pour pouvoir labourer les champs, mais bien entendu également pour la viande que les animaux pouvaient fournir aux habitants de cette époque-là. Je viens de parler d'autarcie. Il ne faudrait pas imaginer pour autant que cette économie était basée sur le troc, ou en tout cas essentiellement sur le troc. Effectivement, les échanges ont dû être monétarisés parce que, qu'il s'agisse des seigneurs ou qu'il s'agisse de l'État, les taxes, les impôts devaient être
payer en monnaie sonnante et trébuchante et non pas, je dirais, sous forme de biens que l'on trouve à l'état de nature. Donc, il ne s'agissait pas de payer avec un certain nombre de bottes de blé ou de seigle ou d'avoine, que sais-je, mais il s'agissait bien de convertir ces biens, ces céréales produites en monnaie pour payer ses impôts. La hausse des prix, qui est significative au XVIe siècle et qui est liée d'ailleurs aux grandes découvertes, puisque tout bien qui est rare et cher, et tout bien qui est abondant et bon marché, eh bien, la découverte de gisements d'or et d'argent dans le Nouveau Monde vont évidemment modifier considérablement le commerce et les échanges, puisque payant en numéraire, l'argent et l'or valant moins par rapport aux biens, cela va conduire effectivement à un phénomène inflationniste. Cette hausse des prix va être absorbée au moins en partie par la pression fiscale dont je vous parlais il y a quelques instants. En ce qui concerne les techniques agricoles, l'outillage était encore relativement rudimentaire. L'évolution de l'outillage est lente, qu'il s'agisse aussi bien du petit outillage que de l'outillage plus lourd. Je pense ici aux herses, aux arères, aux charrues, bien entendu. Et les rendements étaient relativement faibles. Ils étaient faibles pour quelles raisons? Eh bien, ils étaient faibles pour différentes raisons. Tout d'abord parce que la sélection des graines, si vous voulez, n'était pas encore optimale. À cette époque-là, il y avait peu, voire pas de sélection des grains. Et d'autre part, la production de céréales était liée à toute une série d'aléas climatiques, à toute une série également de maladies qui affectaient les plantes et les animaux, autrement dit les épiphyties et d'autre part les épizooties. Voilà toute une série d'éléments qui expliquent les rendements faibles de cette époque-là. Donc l'outillage, qui était cher et qui n'était pas accessible à tout le monde, je pense en particulier au train de charrue, donc le cadre naturel dans lequel vivaient les paysans, les conditions climatiques et d'autre part les épidémies qui affectaient donc les plantes et les animaux, expliquent entre autres ces rendements qui étaient relativement faibles. On va étudier un peu plus tard ce que l'on entend par open field, c'est-à-dire champs ouverts, et par enclosures, c'est-à-dire les enclosures, les enclotures, pour utiliser un mot français, qui, à partir du XVIe siècle, en Angleterre plus précisément, vont enclore les champs, pas les champs, les pâturages, pour permettre justement à des gros propriétaires fonciers, au moment de la hausse du prix des draps, de se spécialiser dans la production de laine de mouton. Le cadre juridique maintenant, et quand je dis cadre juridique, je devrais dire cadre économico-social puisque tout est lié. Les paysans vivaient dans des seigneuries. Je dirais que les seigneuries, à cette époque-là, c'est l'équivalent des entreprises aujourd'hui. C'était le cadre dans lequel travaillaient les individus, et à cette époque-là, puisqu'on est dans un monde paysan, c'est, je dirais, les
l'équivalent des entreprises où travaillent aujourd'hui soit les ouvriers, soit les employés du secteur tertiaire. La seigneurie, c'est à la fois un cadre privé et un cadre public. C'est un pouvoir privé et c'est un pouvoir public. Effectivement, la seigneurie unit la propriété privée à la puissance publique. En cela, je veux dire qu'un seigneur possède, ou en tout cas a la propriété éminente de terre qu'il va concéder à des tenanciers qui vont, comment dirais-je, payer un sens récognitif qui reconnaît cette propriété éminente du seigneur. Ils payent des redevances, ces paysans, ils doivent fournir un travail gratuit un certain nombre de jours par semaine. Ce nombre de jours a diminué dans le courant du Moyen-Âge, au XIIIe, XIIe, XIIIe siècle déjà, dans le cadre de franchises communales, enfin dans le cadre de franchises à la campagne. Et le seigneur exerce également un pouvoir de justice. Il possède au moins la basse justice, ce qui fait que le seigneur a une fonction, je dirais, intermédiaire où privé et public se mêlent. Je ne vais pas détailler davantage la seigneurie parce que j'ai eu l'occasion de le faire dans des cours qui portaient tant sur le Moyen-Âge que sur l'époque moderne, les temps modernes du XVIe au XVIIIe siècle. Ce que je viens de dire ici est valable aussi bien, grosso modo, dans sa structure, pour l'Europe occidentale que pour l'Europe centrale et orientale. Mais on va voir qu'il y a des grandes différences qui vont apparaître au XVIe siècle entre ces deux Europes, justement. Les paysans, en fait, constituent un monde hétérogène. Donc, face aux seigneurs, il y a plusieurs catégories de paysans. Il y a d'une part des paysans qui sont aisés, qui sont propriétaires de leurs terres, qui sont d'autre part propriétaires, enfin qui possèdent un train de charrue. Ce sont ceux qu'on appelle les laboureurs, qui prêtent même, ils peuvent être des prêteurs auprès de paysans qui sont moins riches, et ces paysans ont un pouvoir donc dans les villages, et ils participent, eux, plus particulièrement à la gestion, à la direction de la communauté. À côté de ces laboureurs, de ces propriétaires, je dirais, fonciers moyens, il y a aussi des petits propriétaires qui, eux, peinent, qui ne possèdent pas ou possèdent peu de terres et sont soumis aux aléas climatiques dont je vous parlais tout à l'heure, aux épizooties, par exemple, aux impôts, d'ailleurs comme les propriétaires, les paysans qui sont plus riches, mais qui ont moins les coups des franches pour s'en sortir lors de crises frumentaires. Et enfin, il y a ceux qui ne sont pas propriétaires, ce sont les journaliers. Les journaliers peuvent avoir été des propriétaires à un moment donné et ils se trouvent à un moment donné en situation de ne plus pouvoir payer leurs impôts, ils doivent vendre leurs terres et ils doivent travailler pour d'autres. On va voir qui sont ces autres bientôt. Maintenant, je vous avais dit dans mon introduction tout à l'heure que mon plan laisse articuler autour de deux zones géographiques en Europe, d'une part l'Europe occidentale et d'autre part l'Europe centrale, si je puis dire. Sur quoi, ou plutôt qui est propriétaire de la terre en Europe occidentale? Pendant longtemps, ce furent des seigneurs nobles.
mais un certain nombre de seigneuries vont être achetées par des bourgeois. Je rappelle que l'étymologie du mot bourgeois signifie tout simplement ceux qui vivent en ville, donc il ne faut pas projeter une catégorie socio-professionnelle du XXe siècle ou la notion de bourgeoisie telle qu'elle va être définie par Karl Marx au XIXe siècle. Donc des bourgeois, mais qui possèdent du bien, bien entendu, vont acquérir des domaines à la campagne. Alors, qu'est-ce qui leur permet d'acquérir des domaines à la campagne? Le XVIe siècle, à l'inverse de cette période de dépression, en Europe, entre le milieu du XIVe siècle et en gros le milieu, voire le dernier quart du XVe siècle, eh bien, qui était une période de dépression économique. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui expliquent cette dépression, mais à l'inverse de cette période-là, le XVIe siècle est une période de croissance. Une période de croissance où ceux que je viens d'appeler les bourgeois, ou certains de ces bourgeois, vont, dans le cadre de la production, comment dirais-je, des échanges commerciaux qui sont accrus sur le plan international, vont faire des placements. Et pour eux, il n'y a pas de meilleur placement que d'acheter des biens fonciers. Outre que, à cette époque-là, la terre possède un prestige qui rapproche ce monde bourgeois du monde des nobles. Donc la seigneurie est au fond un cadre économique et juridique qui va permettre, je dirais, la rencontre non pas de mode de vie, parce qu'un noble ne vit pas comme un bourgeois, mais qui va à terme effectivement conduire à, comment dirais-je, je dirais pas une superposition, mais à des liens étroits, ne fût-ce que dans le cadre de mariage, entre d'une part la noblesse et la haute bourgeoisie. Donc des bourgeois acquièrent des terres aux alentours des villes, un certain nombre de seigneurs ruraux, je dis bien des seigneurs ici, vont aller habiter en ville aussi. Donc il va y avoir, comment dirais-je, non pas une fusion, mais, comment dirais-je, des liens étroits qui vont s'établir, malgré toutes les différences qui peuvent exister entre eux, entre ces deux mondes, le monde de la noblesse et le monde de la bourgeoisie, donc au XVIe siècle. Ces bourgeois qui achètent des terres ne vont pas les exploiter eux-mêmes. Ils vont confier la gestion de ces terres à des fermiers. Je rappelle que le contrat à ferme est un contrat particulier qui lie un propriétaire et un locataire suivant un certain nombre de modalités que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Et c'est ainsi que va naître un mode particulier de gestion des terres dans le cadre de ce qu'on appelle la seigneurie foncière. Autrement dit, les seigneuries foncières, par opposition à ce qui existait dans les seigneuries médiévales en Europe occidentale, ces seigneuries vont être destinées à obtenir des rendements pour des rentiers, au fond, qui habitent en ville et qui ont fait des placements. On va voir que en Europe centrale, la seigneurie fonctionne autrement. Là, il s'agit de seigneuries domaniales où les seigneurs sont des entrepreneurs, où les seigneuries sont des entreprises agricoles, tandis qu'en Europe occidentale,
On parle donc de seigneurie foncière et non pas domaniale parce qu'il s'agit d'avoir des rendements sur des placements. Autrement dit, une seigneurie foncière produit des loyers, elle produit également des droits qui sont perçus par le seigneur, fût-il bourgeois, d'origine bourgeoise. Comment ces rendements en Europe occidentale vont-ils être produits? Dans un espace qui devient de plus en plus restreint, à une époque où la croissance démographique est importante, il va falloir trouver donc des moyens. Un médiéviste qui s'appelle Jérôme Bachet a, de manière convaincante, insisté sur le fait que la colonisation du XVIe siècle n'est rien d'autre que la continuation de la colonisation interne de l'Europe qui avait été entamée depuis le XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, où les paysans, soutenus par les seigneurs qui voulaient augmenter leurs revenus, avaient défriché, avaient asséché des terres et avaient donc contribué à la colonisation intérieure. Sans parler alors de ces ordres religieux et militaires qui ont étendu, dilaté l'espace européen à l'est de l'Europe et au Proche-Orient. Donc, ce que l'on appelle habituellement les grandes découvertes ne sont rien d'autre qu'une continuité de cette colonisation interne du continent européen au-delà des mers. Eh bien, ce qui se passe ici, c'est un phénomène à la fois d'augmentation des rendements par la fermeture d'un certain nombre de propriétés sur elles-mêmes, mais aussi par l'extension de l'exploitation des terres par des moyens qui sont ceux que j'évoquais déjà pour le XIIe, XIIIe siècle, oui, XIe, XIIe siècle déjà, surtout le XIIe siècle, donc à savoir d'une part les enclosures et d'autre part les assèchements. Quelle est la cause de cette pratique qu'est l'enclosure? Au XVIe siècle, il s'agit là aussi d'une continuité par rapport à l'époque médiévale, le XIIe, XIIIe, XIVe siècle, XVe siècle. Il y a un développement de plus en plus important de l'industrie drapière. Souvenez-vous, enfin moi je parle à mes étudiants ce qui a pu être vu concernant Bruges, Gand par exemple, au Moyen-Âge, donc dans les régions dans lesquelles moi-même et mes étudiants nous vivons, donc les anciens Pays-Bas, donc la Belgique actuelle, eh bien, il y a donc une poursuite de ce développement de l'industrie drapière qui suppose une demande plus importante qu'auparavant de laine de qualité. Laines qui viennent d'Angleterre, mais ces laines d'Angleterre vont être concurrencées par les laines d'Espagne. Quels sont donc les moyens qui vont donc permettre à cette industrie drapière de pouvoir continuer à se développer et à répondre à cette demande? Eh bien, il s'agit justement des enclosures. De quoi s'agit-il? Eh bien, les enclosures, en fait, c'est un procédé par lequel des propriétaires terriens, des gros propriétaires terriens souvent, enclosent leurs terres pour les réserver au pâturage et donc à l'élevage de moutons qui produisent des laines, mais aussi au partage des
communaux, à la pression que eux-mêmes exercent sur les paysans, sur les villageois, pour partager les communaux afin de les enclore. Les communaux, en fait, c'était des terres qui appartenaient à l'ensemble de la communauté, c'est pour ça qu'on parle de communaux. Et cette situation, la pression sera telle qu'un certain nombre de petits paysans ne disposant plus de la vaine pâture, ne pouvant plus exploiter dans le cadre des assolements biennaux, voire triennaux, où on laisse reposer une année sur deux la terre pour qu'elle se régénère, ou une année sur trois, pour éviter effectivement que 50%, que la moitié des terres soient bloquées. Alors, en fait, sur ces terres-là, on laissait donc les animaux circuler afin que grâce à leur matière fécale, la terre puisse s'enrichir, puisse s'engraisser. À la fin du XVIe siècle, ce processus est tellement avancé en Angleterre que près de 50%, tenez-vous bien, près de 50% des terres sont encloses. Je voudrais vous lire un petit passage d'un texte qui date du début du XVIe siècle, d'Utopia en latin, l'utopie en français, dû à Thomas More, qui était un ami d'Erasme et qui était chancelier d'Angleterre et qui a mal fini puisqu'il a été décapité pour trahison par Henri VIII. Voilà ce passage, ça se trouve dans le livre premier, donc de l'utopie de Thomas More. Voilà ce qu'il met en scène, donc dans cette utopie. La noblesse et la valetaille ne sont pas les seules causes des brigandages qui vous désolent. Il en est une autre, exclusivement particulière à votre île. Oui, il faut savoir donc que Thomas More imagine une île, l'île d'Utopia, et il a une conversation, le personnage dont il est question ici, il y a deux personnages qui sont en train de dialoguer, et alors il y a un commentaire qui est fait sur l'Angleterre, enfin ce que l'on comprend être l'Angleterre de cette époque-là. Et quelle est-elle? Les troupeaux innombrables de moutons qui couvrent aujourd'hui toute l'Angleterre. Ces bêtes si douces, si sobres partout ailleurs, sont chez vous tellement voraces et féroces qu'elles mangent même les hommes et dépeuplent les campagnes, les maisons et les villages. En effet, sur tous les points du royaume, où l'on recueille la laine la plus fine et la plus précieuse, accourent pour se disputer le terrain les nobles, les riches et même de très saints abbés. Donc on retrouve un petit peu la critique qu'Erasme fait lui-même dans l'éloge de la folie lorsqu'il décrit le monde des monastères, mais évidemment c'est toujours sous couvert d'un paravent. Pour Erasme, c'est la folie qui s'exprime, mais en fait ça correspond vraiment aux idées d'Erasme. Ces pauvres gens n'ont pas assez de leur rente, de leurs bénéfices, des revenus de leurs terres. Ils ne sont pas contents de vivre au sein de l'oisiveté des plaisirs, à charge au public et sans profit pour l'État. Ils enlèvent de vastes terrains à la culture, les convertissent en pâturage. Voilà, c'est là-dessus que je voulais insister. Abattent les maisons, les villages et n'y laissent que le temple pour servir d'étable à leurs moutons. Ils changent en désert les lieux les plus habités et les mieux cultivés. Donc ce texte date du début du XVIe siècle et je dirais même anticipe la situation qui ne va faire que se dégrader pour les petits paysans anglais, donc pour les cottagers, et qui
profiter aux propriétaires moyens et puis aux grands propriétaires. Ceux qui décident de concentrer, comment dirais-je, l'exploitation de leurs terres par l'élevage de moutons et non plus par la production de céréales, même si un certain nombre d'entre eux pratiquent quand même la diversité, comme tout bon capitaliste, hein, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. En France, la noblesse use d'un droit qu'elle possède, qui est le droit de triage, qui lui permet, lorsque un paysan aliène sa terre, c'est-à-dire la vend, de pouvoir s'en réserver un tiers. Et ces terres peuvent effectivement, une fois rassemblées, pouvoir constituer des pâturages qui sont plus rentables, bien souvent, que les terres destinées à la production de céréales. En Espagne, il existe une institution qui s'appelle la Meseta, qui est en fait une association de grands éleveurs ovins, donc dans le domaine de l'élevage du mouton, qui défend pour tout le collectif de ces grands éleveurs, qui défend le droit de parcours lors des transhumances, lors de l'itinérance des moutons, qui défend le droit de parcours à travers des champs qui sont destinés en fait à la production de céréales. Évidemment, tout ceci va conduire à des conflits, que ce soit en Angleterre, en France ou en Espagne. En Angleterre, un certain nombre de révoltes dès le XVIe siècle vont avoir lieu. Donc en Angleterre, les petits paysans indépendants vont devoir vendre leurs terres, ils ne vont pas tenir face à la loi du marché, surtout que donc les terres étant encloses, ils ne peuvent plus laisser pâturer leurs propres animaux, leurs propres bêtes sur l'ensemble des terres du village, au moment où on est dans la troisième période de l'assolement, où les bêtes peuvent aller circuler, et ce qui va à terme, au XVIIIe siècle, permettre une augmentation de la main-d'œuvre qui fournira évidemment à ce moment-là des ouvriers qui sont en fait d'anciens paysans qui devront accepter n'importe quel salaire pour travailler dans les fabriques, comme on dit à l'époque. Plus tard, on parlera d'usines qui se développent au XVIIIe siècle dans les débuts de la révolution industrielle. À côté de ces enclosures, de ces enclosures, il y a l'extension dans l'espace des terres cultivables. Je vous ai parlé tout à l'heure des défrichements, il y a aussi les assèchements. Les défrichements, c'est lorsque on décide d'éclaircir la forêt, d'où le terme clairière, pour augmenter la surface cultivable, phénomène que l'on rencontre principalement, entre autres, en tout cas dans l'Allemagne du Sud, je dis entre autres, pas seulement, et ceci a pour cause en fait une hausse des prix des denrées et d'autre part de la rente foncière, ça c'est sur le plan économique, et d'autre part sur le plan démographique, donc une augmentation de la population. Donc il faut nourrir plus de monde. Les prix sont à la hausse au XVIe siècle, on est globalement dans une conjoncture haute. Ici, ce sont, comment dirais-je, des chiffres ou plutôt des ordres de grandeur que je donne globalement pour le XVIe siècle et l'Europe. Évidemment,
suivant les moments. Il y a beaucoup de guerres au XVIe siècle, en particulier les guerres de religion, donc les choses ne sont pas pour autant constamment lumineuses, mais globalement, on est dans une conjoncture à la hausse, et donc il faut défricher pour avoir plus de terres, pour avoir plus de rendement, mais aussi parce que la population augmente. Alors évidemment, le rapport cause à effet n'est pas toujours facile à établir. Déjà pour le XIIe siècle, XIe et XIIe siècle, la question est de savoir quelle est la poule et quel est l'œuf. Est-ce que c'est, comment dirais-je, une augmentation des prix qui fait que l'on va avoir, puisqu'on n'a plus de revenus, on va avoir la volonté de s'enrichir, donc d'avoir plus d'enfants, qui vont eux-mêmes produire plus puisqu'ils sont plus nombreux, ou inversement, est-ce que c'est l'augmentation de la population qui fait que l'on doit avoir des rendements plus importants? C'est ce que j'expliquais il y a quelques instants. Ces phénomènes sont souvent concomitants et il n'est pas toujours facile de dégager les causes d'un phénomène, et c'est pour ça que l'on parle plutôt de conjoncture à la hausse à cette époque-là sur le plan économique et démographique. Alors je vous ai parlé de défrichement en Allemagne du Sud, mais il y a aussi des assèchements. Oui, c'est comme les chemises de l'archiduchesse, sont-elles sèches, archi-sèches. Ici, il y a donc des terres, des lieux qui sont asséchés, mais pas obligatoirement des terres. Il peut s'agir de marais qui vont être asséchés avec comme objectif de pouvoir les combler et de pouvoir cultiver sur ces lieux où jadis il y avait des marais, mais il y a aussi en Flandre, par exemple, aux Pays-Bas, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, sinon à l'époque, première moitié pour la plus grande partie du XVIe siècle, ce sont bien les Pays-Bas, c'est plus tard, à partir de l'extrême fin du XVIe siècle et au XVIIe et XVIIIe qu'on va parler alors là de Provinces-Unies, mais pour l'époque qui nous intéresse, on peut bien parler des Pays-Bas, plus particulièrement en Hollande et en Frise, mais aussi en Angleterre. On va assécher des terres on va gagner des terres sur la mer, c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle des polders. En Angleterre, ça se situe dans les fens, qui vont être dès lors, F-E-N-S, qui vont dès lors être habités, qui vont faire l'objet d'exploitation de terres. Et alors, je vous ai parlé de ces régions côtières qui se trouvent donc sur la côte belge actuelle et la côte du royaume actuel des Pays-Bas. Maintenant, tout ce dont je vous ai parlé concerne l'Europe occidentale. Mais en introduction, je vous ai dit qu'on pouvait parler d'un véritable système. La notion de système, je dirais, elle s'est développée principalement, ça a commencé plus tôt, vous savez, dans le domaine de la linguistique, dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie, mais c'est essentiellement à partir des années 60, avec entre autres Michel Foucault, dans le domaine des sciences humaines, ou plus exactement de la philosophie, dans son cas, voire la philosophie de l'histoire, que cette notion donc de système s'est développée. Dans un système, tout se tient. Vous ne pouvez pas retirer un élément sans que tout l'édifice ne soit modifié. Autrement dit, un système, c'est une véritable grammaire où tous les éléments se tiennent, comme dans une phrase. Si vous déplacez l'ordre des mots, eh bien, la signification de la phrase peut prendre un autre sens. En tout cas, en français.
Ce n'est pas le cas du latin ou d'autres langues, mais en tout cas, dans le cas du français, là en latin, il y a des désinences qui permettent, grâce à l'identification du cas, de savoir exactement quelle est la fonction. Mais les mots en latin peuvent être mis au fond dans tous les sens, même si habituellement on met plutôt le verbe à la fin. En français, ce n'est pas du tout le cas, on ne peut pas mettre les mots dans un sens quelconque. Eh bien donc un système, sur le plan économique et social, pour revenir à mon sujet, va, en tout cas à partir du XVIe siècle, inclure des régions de plus en plus vastes. Sur le plan commercial, on pense bien entendu à ces vastes territoires qui vont être en interaction en dehors de l'Europe avec celle-ci. Mais en Europe même, en ce qui concerne la production de céréales, on va voir les conséquences que cette modification du système va avoir, où les grandes découvertes jouent effectivement un rôle. Au XVIe siècle, des régions, et plus particulièrement les régions rhénanes, je vais prendre les régions rhénanes, qui sont des régions très riches, qui connaissent un développement économique et démographique très important. Sur le plan économique, c'est toujours le cas maintenant, hein, quand vous pensez à l'Allemagne de l'Ouest, ce qui signifie qu'il va y avoir une forte demande de céréales dans ces régions-là. On manque de céréales et on va les chercher là où on peut les produire en nombre. Ces régions vont développer des échanges de plus en plus importants avec les régions de la mer du Nord, de la Baltique, et deux ports vont jouer le rôle de relais, à savoir d'une part Riga, capitale de l'actuelle Lettonie, et d'autre part d'Annecy, qui à l'époque se situe en Prusse, maintenant en Pologne. Mais pour répondre à la demande, il va y avoir une modification du système tel qu'il existait sur le plan économique et social en Europe centrale, à savoir que l'on va passer dans ce que l'on appelle de manière conventionnelle, mais cette convention a du sens, même si le terme second ne laisserait penser qu'il y en ait eu un premier dans ces régions-là, c'est plus compliqué que ça. Donc on va passer au second servage. Quand on parle de second servage, on fait plutôt référence au premier servage, celui qui s'était développé en Europe déjà au Haut Moyen-Âge. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, tout à l'heure, j'ai déjà évoqué, anticipant mon propos actuel, j'ai parlé de seigneuries foncières pratiquées en Europe occidentale, s'opposant à la seigneurie domaniale à l'est de l'Elbe. En effet, dans ces régions, face à la demande croissante d'Europe occidentale, et plus particulièrement des régions rhénanes, les seigneurs vont annexer à la réserve, c'est-à-dire à la partie du domaine qu'il exploite lui-même en propre, les tenures qui sont entre les mains des paysans, les censives si vous voulez, et le nombre de jours qui devraient être prestés par les paysans gratuitement va augmenter. Ces prestations gratuites, c'est bien sûr la corvée, et à partir du moment où l'on passe de 2 jours à 3 jours par semaine, vous imaginez que c'est un poids
extrêmement lourd pour les paysans, puisqu'ils ne peuvent plus consacrer que la moitié de leur temps de travail pour eux-mêmes, alors que l'autre moitié de leur temps est consacrée gratuitement à faire fructifier les terres de leur seigneur. Sans compter que pour leurs propres terres, où là ils travaillent, comment dirais-je, pour eux-mêmes, il y a de lourdes redevances qui pèsent. Donc la vie devient insupportable pour ces paysans. On parle donc de second servage parce que la situation se dégrade et ces paysans qui étaient libres redeviennent ou deviennent des serfs, condition qu'ils ne connaissaient pas précédemment. La noblesse s'en trouve donc renforcée. La production va augmenter fortement. Les États d'Europe centrale vont soutenir la noblesse. Je vous montrerai tout à l'heure des ouvrages où vous pourrez avoir le détail du rapport de force entre l'État, les seigneurs et les paysans à l'époque moderne, à partir du XVIe siècle. Et cette situation qui se dégrade pour les paysans et qui va permettre, je dirais, à l'Europe occidentale et à l'Allemagne occidentale de pouvoir se consacrer davantage à l'industrie et au commerce. Ces régions vont depuis la Lituanie jusqu'à la Valachie, donc dans la Roumanie actuelle, en passant par la Pologne et par la Hongrie, sans oublier une région qui se trouve dans le nord de l'Allemagne aujourd'hui et qui est le Holstein. Holstein qui a été disputé longtemps entre les Danois, enfin au XIXe siècle entre les Danois et d'autre part les Allemands. Voilà. Donc on peut dire que l'Europe se trouve pratiquement fracturée en deux. D'une part, une économie qui va de l'avant sur le plan du commerce, qui va voir 2 siècles plus tard, 2 siècles et demi plus tard, voire 3 siècles, ça dépend des régions évidemment, la révolution industrielle arriver, et vous avez des régions qui vont s'enfoncer dans des économies de type archaïque en Europe centrale. Et donc, si on veut comprendre, je dirais, le retard d'un certain nombre d'économies jusqu'au XXe siècle en Europe centrale, il faut aller chercher justement au XVIe siècle, à cette époque où s'établit donc cette exploitation de l'Europe centrale par l'Europe de l'Ouest. Et c'est en ça que tout cours d'histoire peut avoir des vertus, c'est de nous permettre de comprendre comment on en est arrivé là, aujourd'hui. Et lorsque l'Union européenne a accueilli, entre guillemets, les pays d'Europe centrale et orientale dans la communauté européenne, en Europe occidentale, on a vu essentiellement cette opération comme étant, je parle dans le chef de, je ne parle pas des économistes, mais pas des spécialistes, mais de Monsieur Tout-le-Monde, on a vu cette opération comme une preuve de générosité de l'Europe, permettant des pays qui avaient subi, comment dirais-je, le joug soviétique, enfin, ou communiste, mais il ne faut pas oublier quand même que dans le marché commun des pays d'Europe de l'Est, les pays d'Europe centrale et orientale jouaient le rôle de colonies, en particulier dans le domaine de la production des céréales, justement. Eh bien, donc, on a considéré qu'il s'agissait donc d'un geste généreux. Or, les Occidentaux, vous savez qu'en économie, la générosité n'existe pas. Donc les Occidentaux
ont vu l'opportunité, l'occasion, je dirais, en annexant économiquement l'Europe centrale et orientale, ont eu l'occasion, à ce moment-là, l'opportunité de retrouver une situation qui était celle de l'époque moderne, du XVIe, XVIIe, voire XVIIIe siècle, lors de laquelle, eh bien, l'Europe centrale et orientale était le grenier à blé d'une partie de l'Europe occidentale. Et vous savez très bien d'ailleurs que une fois l'entrée de ces pays en Europe, les lois de l'Union uniformisées ont permis à toute une série de sociétés d'Europe occidentale de s'établir en Tchéquie, en Hongrie, en Roumanie, par exemple, en Pologne, pour avoir des plus-values importantes dans le secteur automobile, par exemple, parce que le salaire des ouvriers qui travaillent dans ces pays-là était beaucoup plus faible, et par conséquent, c'était plus intéressant de délocaliser, quitte à créer du chômage dans nos régions à l'ouest, mais de produire et d'avoir des bénéfices plus importants à l'est. Donc on peut faire, je crois, un lien, qui mériterait d'être approfondi bien sûr, entre le XVIe siècle et, je dirais, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. C'est un lien qui me paraît assez patent, donc j'ai établi ici deux liens, celui-ci, et alors en introduction, vous avez bien compris que j'ai établi un lien également entre la mondialisation qui est essentiellement financière aujourd'hui et la mondialisation commerciale du XVIe siècle, qui est sous-tendue aussi par, qui est tenue, qui est par et maintenue grâce à un système d'exploitation de l'Europe centrale par l'Europe occidentale. Quand je dis Europe centrale et occidentale, vous pensez bien que je pense ici au grand commerce, je pense aux seigneuries, et je ne fais pas du tout référence ici aux paysans. Donc, pour conclure, on peut dire qu'on est passé d'une économie traditionnelle qui prévalait au Moyen-Âge, au XVIe siècle, à une économie de type capitaliste, par le biais des enclosures en Europe occidentale et par le biais du second servage en Europe centrale. Donc, ce système d'exploitation d'Europe centrale qui paraît extrêmement archaïque s'inscrit en fait tout à fait dans le développement du capitalisme. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, de la même manière qu'aujourd'hui encore, il y a des régions de ce que jadis on appelait les pays du tiers-monde ou pays sous-développés, qui très clairement, dont l'économie est entre les mains d'occidentaux ou de potentats locaux, mais qui sont de mèches, qui touchent des royalties de sociétés multinationales, américaines ou européennes, voire chinoises maintenant en Afrique, et qui fait que des régions d'Afrique, par exemple, je dis par exemple en fait en insistant surtout sur ce continent, l'Afrique noire, qui sont insérés dans l'Europe occidentale, dans l'économie mondiale, par le biais justement de l'exploitation éhontée, j'allais dire, mais on ne doit pas faire intervenir la morale en économie, puisque par définition l'économie est amorale, sinon immorale, par l'exploitation du sous-sol, hein, je veux dire, on connaît les raisons de la présence de la France, je dirais, dans le Sahel, enfin au Niger, au Mali et dans toutes ces régions-là. C'est lié évidemment à un sous-sol riche en phosphate, enfin dans des matières, en uranium et autres, voilà, ou quand
pense alors à un des pays qui a été exploité de manière éhontée au Congo, l'ancienne colonie belge, et plus particulièrement le Chaba, donc le Katanga, qui est ce qu'on a appelé à un moment donné un véritable scandale géologique, étant donné tout ce qu'on y trouvait comme richesse minière. Voilà, j'ai terminé mon exposé, et donc je vais vous montrer quelques ouvrages pour approfondir mon propos. Tout d'abord, un ouvrage de Wilhelm Abel, crise agraire en Europe, 13e, 20e siècle, chez Flammarion. Alors là, pour remonter dans le temps, donc au Moyen-Âge classique, parce que vous avez vu que j'ai essayé de montrer les lignes de continuité entre le Moyen-Âge, les temps modernes, voire l'époque contemporaine, un livre de Mathieu Arnoux, Le temps des laboureurs, travail, ordre social et croissance en Europe, 11e, 14e siècle, chez Albin Michel. Donc il n'est pas inintéressant de lire ce livre pour comprendre l'évolution de l'histoire rurale pour arriver au XVIe siècle. Alors d'Immanuel Wallerstein, que j'ai lu, ou Wallerstein, puisque c'est un Américain, que j'ai cité tout à l'heure. Alors le titre de ces deux volumes s'appelle « Le système du monde du XVe siècle à nos jours ». Retenez bien, le système du monde. J'ai eu l'occasion de développer ce concept, de l'expliciter. Tome 1, Capitalisme et économie monde, 1450-1640, chez Flammarion. De Pierre Léon. Alors, c'est le tome 1 de l'histoire économique et sociale du monde, l'ouverture du monde, 14e, 16e siècle, chez Collin. Donc vous avez dans ce livre-ci, comme dans tous les autres évidemment, des chapitres concernant les campagnes au XVIe siècle. Alors ici c'est un ouvrage qui est plus un ouvrage, comment dirais-je, conceptuel, épistémologique, qui résulte de colloques, de rencontres entre des historiens marxistes de différentes régions du monde, d'Europe, d'Amérique, voire du Japon, qui ont réfléchi au problème de la transition du féodalisme au capitalisme. Les deux tomes que je vais vous montrer ont été publiés par Maurice Dopp et Paul Sweezy. Chez Maspero. Une petite collection qui n'existe plus, malheureusement, et que l'on regrette bien, où d'excellents ouvrages ont été publiés, mais il y a bien longtemps maintenant. De Jean Meyer, Noblesse et pouvoir dans l'Europe d'Ancien Régime. Alors c'est un ouvrage que je vous conseille, publié chez Hachette. Jean Meyer, en fait, consacre dans cet ouvrage des chapitres aux noblesses, aux principales noblesses des temps modernes, pays par pays. Vous avez ainsi l'Angleterre, la France, l'Espagne, la Hongrie, la Prusse. Et dans cet ouvrage, il est question de l'exploitation, justement, du mode de production féodal, pour utiliser une expression marxiste, dans toute une série de pays. Et c'est intéressant de faire de l'histoire comparée, alors, pour voir un petit peu comment en Prusse, en Espagne, au XVIIIe siècle, les seigneurs exerçaient leur pouvoir, se faisaient payer, payer leurs redevances, exerçaient leur pression sur les paysans de leur ressort. Donc de Jean Meyer, Noblesse et pouvoir dans l'Europe d'Ancien Régime, Hachette Littérature.
de Postan et Christopher Hill, deux grands historiens britanniques, Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne, tome 1 des origines au XVIIIe siècle, au Seuil. Alors, de trois auteurs, Raphaël Carrasco, Claudette Desrosiers et Annie Molinier-Bertrand, Histoire et civilisation de l'Espagne classique, 1492-1808, et vous avez donc des chapitres sur les campagnes en Espagne du XVIe au XVIIIe siècle. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire un exposé enregistré sur ce sujet-là. De Robert Mandrou, les fougueurs propriétaires fonciers en Souabe, 1560 1618, chez Plomb. Pour la Belgique, précis d'histoire rurale de la Belgique par Adriaan Verhulst, qui était professeur à l'université de Gand, et publié par les éditions de l'université de Bruxelles. De Braudel et Labrousse, maintenant, il va être question de la France. Histoire économique et sociale de la France, 1450-1660. Presse universitaire de France, édition, collection Quadrige. Histoire de la France rurale, sous la direction de Duby et Vallon. Le tome 2 est consacré au temps moderne, à la fin du Moyen-Âge et au temps moderne, édition du Seuil. Alors, les campagnes en France est un manuel d'enseignement supérieur. Les campagnes en France au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, de Benoît Garneau, éditeur Offris. D'Emmanuel Leroy-Ladurie, les paysans français d'Ancien Régime, du XIVe au XVIIIe siècle, au Seuil. Du grand médiéviste, qui écrit également sur les temps modernes. Alors un manuel, si je puis dire, qui était destiné, entre autres, aux étudiants de l'école normale, La terre et le paysan, agriculture et vie rurale au XVIIe et XVIIIe siècle. En fait, il s'agit d'un recueil d'études publié chez Armand Collin. Alors vous allez dire, pourquoi je vous montre un ouvrage qui porte sur la période qui suit? Parce que Marc Bloch, qui est un médiéviste, introduit toute une série de considérations méthodologiques qui nous intéressent aussi pour le XVIe. Et puis, il n'est pas toujours inintéressant de savoir comment la situation a évolué dans la période qui suit. Alors, un ouvrage que je considère comme vraiment très intéressant, il est dense. Pour mes étudiants, je trouve qu'il est un petit peu difficile pour des étudiants qui commenceraient leurs études d'histoire. Ça va quand on est un petit peu plus loin dans son parcours. Les paysans français au XVIIe siècle, dans la collection La vie quotidienne chez Hachette, l'auteur Pierre Goubert, qui enseigna à la Sorbonne. J'ai dit